Bonjour à tous, voici la deuxième capsule vidéo dédiée à la géographie du continent américain. Nous étions restés à la fin de la première vidéo sur la partie A de la grande partie numéro 1, les tensions socio-économiques. Permettez-moi de prendre encore quelques minutes pour finir ce grand A. Cette capsule vidéo sera l'objet aussi des tensions liées à l'histoire. Nous reviendrons un peu sur l'historique des liens entre les pays de ce continent-là et sur la volonté des États-Unis de dominer, protéger, dominer, d'être en hégémonie. Si vous avez dans d'autres livres cette idée-là aussi, une hégémonie, c'est-à-dire une prépondérance importante de ce pays sur les autres pays de ce continent-là, par beaucoup de moyens, politiques, économiques, culturels notamment. Et la troisième capsule vidéo sera l'occasion de parler du grand 2 de l'Amérique, un continent en cours d'intégration, de toutes les intégrations régionales qui sont proposées, qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, qui sont basées sur des différentes valeurs, qui s'opposent quelquefois, qui sont complémentaires, mais qui, c'est vrai, une volonté de, comme pour l'Afrique, le panafricanisme, une vaste idée qui regroupe plusieurs courants de pensée, et bien là aussi le panaméricanisme, la volonté de créer une certaine unité du continental, bien ce panaméricanisme qui regroupe des idéologies très différentes, eh bien, il est en cours de fabrication. Et puis l'histoire nous dira évidemment si ce processus d'intégration continuera, se désagrégera. Ça, c'est l'histoire qui est en marche et c'est l'actualité. Et je compte sur vous pour être au fait de cette actualité. Donc, capsule numéro 2, toujours dans le grand A, des tensions socio-économiques. Vous voyez évidemment la domination de la première puissance mondiale, les États-Unis. Eh bien, encore quelques données statistiques pour vous aider à développer votre argumentation sur ce grand A. Et puis, un début d'explication pourquoi ces tensions. Alors, on peut revenir sur le fait que le PIB du continent est dominé par les États-Unis. Plus des 2/3 du PIB du continent américain est créé par les États-Unis. C'est énorme. Le deuxième PIB de la région, c'est le Brésil, avec 15%. D'accord ? Le Brésil produit 15% de la richesse du continent. Si on ajoute donc uniquement ces deux pays dans le continent, qui en compte une vingtaine, eh bien, ils regroupent plus de 80% de la richesse, presque la totalité de la richesse créée sur ce continent. Et les 20% qui restent sont partagés entre les 20 autres pays, du Canada jusqu'à l'Argentine et au Chili. Canada au nord jusqu'à l'Argentine et au Chili. Vous voyez vraiment cette prépondérance très importante de cela. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, on peut l'expliquer d'une façon historique, évidemment, on va faire appel à l'histoire. Les États-Unis sont la première puissance, vous l'avez vu en première et en quatrième, la première puissance industrielle aujourd'hui sur le continent, et parce que c'est le premier pays qui a adopté la révolution industrielle, notamment sur la côte Est et dans la région des Grands Lacs, où il y avait des mines de charbon, des mines de fer, qui ont permis de produire les innovations, machines à vapeur, locomotives, tracteurs, qui sont à la base de la révolution industrielle du 19e siècle. Et à partir de ça, ils se sont créés des grandes entreprises, des grands capitalistes, des gens qui ont épargné, qui ont accumulé des richesses et qui ont innové. Et à partir des innovations, évidemment, qui ont essayé de garder leur leadership économique sur, bien sûr, le continent, sur la région, mais aussi sur le monde. Pour le Brésil, c'est autre chose. C'est un pays qui n'a pas subi ou n'a pas profité de la révolution industrielle, en tout cas dans les premiers pays, dans les premiers temps, au XIXe siècle. C'est un pays, un géant agricole. Et dans un monde qui est passé du XIXe siècle à 1 milliard d'habitants et aujourd'hui, en 2020, à plus de 7 milliards, le fait d'avoir des grandes réserves agricoles et d'élevage, eh bien, c'est un atout pour être une puissance commerciale d'exportation de tous ces produits, le soja, la viande, le lait, le maïs, toutes ces productions-là, dont le Brésil est un des leaders mondiaux et bien sûr, et donc évidemment continental au
l'échelle américaine. Autre tension économique, elles vont se voir aussi au niveau des inégalités à l'intérieur des pays, même entre les pays. Vous avez, alors on n'a pas de carte dans votre manuel, mais vous pouvez trouver sur Internet des cartes sur l'indice de Gini. Vous vous rappelez cet indice qui mesure les inégalités à l'intérieur d'un pays, l'inégalité sociale, l'inégalité de salaire entre les plus pauvres et les plus riches. Vous allez voir que le Brésil est un des États les plus inégalitaires du monde et que les États-Unis, même si c'est la première puissance mondiale, mais c'est un pays riche, eh bien c'est un pays encore très inégalitaire. C'est dans les 10 premiers pays inégalitaires du monde. C'est important. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont aussi très inégalitaires. Alors, à l'échelle nationale, on va prendre des exemples nationaux, évidemment, eh bien, on peut voir aussi qu'il y a des régions économiques qui sont plus dynamiques. Et ça, vous pourrez le mettre sur votre carte. Les régions dynamiques, par exemple, la mégalopole nord-américaine, la mégalopole qui est en train de se créer, c'est la mégalopole traditionnelle de Boston, New York, Washington, Philadelphie, sur la côte est des États-Unis. Il y a une mégalopole qui est en train de se créer aussi sur la côte ouest, la mégalopole californienne, qui va de San Francisco, la Silicon Valley, jusqu'à Los Angeles, jusqu'à la frontière avec le Mexique, par exemple, qui regroupe des activités, des fonctions très importantes au niveau culturel, au niveau technologique, évidemment, et au niveau commercial, très important pour l'économie des États-Unis. Il y a aussi la mégalopole brésilienne, qui est symbolisée par un triangle entre Sao Paulo, la capitale économique du Brésil, Rio de Janeiro, qui est un grand port commercial, et puis Belo Horizonte, qui est une grande ville très industrielle. Donc vous verrez dans une carte, dans la carte que je vous ai donnée, sur le fond de carte, on pourrait compléter déjà Sao Paulo, Rio et toute cette région-là, et Belo Horizonte, qui est plus au nord. C'est un triangle, c'est le triangle d'or de l'économie brésilienne, où est concentrée vraiment la production brésilienne. Donc ça, déjà, c'est trois grandes régions économiques principales. Et puis, il y a des grands déserts économiques. La forêt amazonienne, évidemment, la cordillère des Andes, ce sont des montagnes qui montent jusqu'à 6500 mètres d'altitude. Très difficile d'avoir, à cause de la pente, notamment, des économies, des activités économiques très performantes et qui attirent beaucoup de personnes. Donc, c'est pour dire. Il y a aussi le désert au nord du Chili et au sud du Pérou, le désert d'Atacama, un grand désert chaud. Et puis, évidemment, on pourrait mettre aussi le Grand Nord canadien qui, au niveau de l'économie, est très difficile. Évidemment, toujours dans cette perspective de grandes contraintes naturelles. Le grand froid au nord, mais aussi au sud, dans le pôle sud. Il y a à côté de l'Antarctique, le sud de l'Argentine et le sud du Chili sont très peu peuplés et très peu développés. Ça s'appelle la Tierra de Fuego, les terres de feu, ou la Patagonie. Toutes ces régions-là, vous pourrez évidemment le mettre dans des régions qui sont faiblement développées. Vous voyez, donc il y a une idée économique, une idée aussi spatiale, mais en géographie, où on peut délimiter des espaces très dynamiques et des espaces faiblement dynamiques. Voilà. Ça, j'aimerais bien que vous me montriez sur votre carte. Donc, le grand A n'est pas terminé. On a construit le tiroir. Je vous ai donné quelques outils, quelques notions d'explication. C'est l'histoire qui explique pourquoi les États-Unis, la région des Grands Lacs, est plus développée que l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, bien sûr. Et donc, nous allons passer donc aux tensions liées à l'histoire et à la volonté états-unienne de domination ou de protection, on va voir, sur le reste du continent. Voilà, alors avec les documents que je vous ai donnés en cours en image sur Pronote, dites-moi, franchement, je veux avoir des retours si vous les avez, vous n'avez pas. Bon. Donc, évidemment, ce continent-là, d'abord, est marqué par le poids de la colonisation, et ce depuis 500 ans. D'abord, la colonisation espagnole et portugaise. L'Espagne et le Portugal, 2 ans après la découverte, alors
de l'Amérique par Christophe Colomb, on dit toujours ça, le 12 octobre 1492, il atterrit en fait à Hispaniola, qui est aujourd'hui la République dominicaine. Il arrive là, dans la République dominicaine, donc ce n'est pas tout le continent américain, mais on date à partir de là, les conquêtes vont se faire progressivement et pas seulement par Christophe Colomb. Mais on peut noter donc 1492, Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, et 2 ans plus tard, même sans connaître vraiment ce continent, sans l'avoir cartographié, eh bien l'Espagne et le Portugal, qui sont les 2 pays, alors là je fais référence si vous avez des frères et sœurs, programme de 5e, mais l'Espagne et le Portugal, qui sont dans l'innovation technique et technologique maritime très importante au XVIe siècle. C'est Henri le Navigateur, le roi du Portugal. C'est la création des caravelles, des bateaux, c'est le TGV de l'époque, c'est le bateau grande vitesse de l'époque avec 3 voiles, qui permettent de faire des navigations transatlantiques, des navigations sur les océans, qui permettent aussi de découvrir, donc en 92, par Christophe Colomb, mandaté par le roi d'Espagne, l'Amérique, même si jusqu'à sa mort, il pensera qu'il était arrivé en Inde. C'est en 1498 que Vasco de Gama traverse évidemment le cap de Bonne-Espérance, donc il trouve la route des Indes par l'Afrique, en passant par le sud de l'Afrique, et en remontant jusqu'en Inde. Tout cela permet à l'Espagne et au Portugal, à l'époque, ce sont les champions, c'est les grandes puissances mondiales de l'époque, d'être en avance sur la conquête de ces territoires-là. Alors, pour ce qui nous intéresse, c'est l'Amérique. Je vais vous donner une carte du monde, mais pour ce qui nous intéresse, le Portugal et l'Espagne se partagent dès 1496. Alors, on peut le mettre en 1496. On est bien dans les dates. En 1494. La reine d'Espagne donc, et le roi du Portugal prennent la ligne de partage à Tordesillas, une petite ville à côté de Valladolid, en Espagne, et ils tracent sur une carte une ligne, un méridien qui passe là. Ici, c'est ce méridien-là. C'est une ligne de partage qui partage donc les découvertes portugaises à l'est de cette ligne de partage. Eh bien, ça sera portugais. C'est vrai que les premières côtes africaines, avec les premiers comptoirs africains qui sont des colonies portugaises, Cap-Vert, l'Angola, la côte du Mozambique, tout cela est découvert par les Portugais et ils se l'approprient jusqu'à Macao, en Chine, par exemple, puisque nous l'avons fait en chinoise, Macao en Chine, dès le début du XVIe siècle. Et puis, tout ce qui est à l'ouest, voilà, donc la plupart du continent américain, mais encore une fois, les Espagnols ne savent pas ce qu'il y a derrière, mais la plupart du continent américain, ça sera évidemment l'Espagne qui va le découvrir. Mexico, aujourd'hui Mexico, donc l'Amérique centrale, jusqu'à l'Amérique du Sud. Et vous voyez que ça correspond à peu près, cette ligne-là correspond au Brésil. Alors, un peu plus grand. Donc, grossièrement, le Portugal et l'Espagne ont respecté ce traité-là, Tordesillas, signé donc il y a plus de 500 ans. Donc, c'est un continent marqué par, évidemment, la colonisation espagnole et portugaise, et plus tard, donc au milieu du XVIe siècle, les Français, les Anglais qui vont coloniser, vous voyez, c'est en rouge là, l'Amérique du Nord. Alors, comme toute société coloniale, eh bien, l'Espagne et le Portugal vont détruire les États qui existaient avant, les États amérindiens, qui soient au nord ou au sud du continent. Ces sociétés-là, ces peuples premiers ont pratiquement disparu de ce continent-là. Et leur société aussi, il reste quelques vestiges. Machu Picchu, par exemple, qui est le vestige de la civilisation Inca, ou les ruines Olmec ou Maya au Mexique, qui sont seulement des vestiges. Mais ces sociétés-là, ces indigènes aussi, entre guillemets, ces Amérindiens, il y en a très peu aujourd'hui.
Donc, ils ont détruit les États, les sociétés évidemment qui étaient en place, et ils mettent donc en place un mode d'exploitation, que l'on connaît évidemment, sous forme du commerce triangulaire. Ils vont exploiter d'abord les ressources naturelles, le bois, les métaux précieux. C'est le pays de l'Eldorado. On va chercher le pays de l'or. Eldorado. Beaucoup l'ont cherché, peu l'ont trouvé, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de métaux précieux, d'or et d'argent dans ces régions-là, notamment en Amérique du Sud. Et puis, ils ouvrent aussi des plantations. Ils font venir des esclaves africains. C'est le fameux commerce triangulaire. C'est pour ça qu'il en résulte une société très diversifiée, avec des blancs, des noirs, évidemment, des métis, et des Indiens, des Amérindiens, qui créent une société très hiérarchisée dans l'organisation sociale, où la ségrégation raciale est très importante. En fait, le dernier pays en Amérique, en tout cas, qui a aboli l'esclavage, c'est le Brésil, en 1888. C'est pas si vieux. L'Amérique du Nord a été aussi, bien sûr, colonisée par les Européens du Nord-Ouest, les Anglais, les Français et les Hollandais. Nous les oublions pas. Les premiers à découvrir à New York, c'est les Hollandais. D'ailleurs, New York, ça s'appelait pas New York, ça s'appelait la Nouvelle-Amsterdam. Évidemment, vous ne pouvez pas être plus clair sur l'origine des colons qui s'étaient installés là. Mais en Amérique du Nord, alors, pour le climat peut-être moins tropical, plus favorable, plus en relation avec le climat d'Europe du Nord, eh bien, il y a eu beaucoup d'immigrants européens, protestants, aussi catholiques, en majorité protestants, qui ont quitté l'Europe à cause de l'intolérance religieuse. Nous sommes en pleine guerre de religion, n'oublions pas, l'Europe, entre les protestants et les catholiques. Et donc, ils ont trouvé un terrain, ça on l'a vu donc on a fait la puissance américaine, un terrain plus propice à pouvoir faire respecter leur foi et à pouvoir pratiquer leur foi sans intolérance religieuse. C'est les puritains du Mayflower en 1620 qui atterrissent sur la côte est des États-Unis. Ça, revoyez le cours sur la puissance américaine, les fondements de la puissance américaine. Donc, ils ont apporté évidemment avec eux leurs valeurs de tolérance, mais aussi de démocratie, mais aussi, si vous l'avez vu, aussi de capitalisme, d'épargne et du travail qui crée de la richesse. Cependant, donc, comme les Latins, on va dire, l'Amérique latine, on dit, donc, ceux qui ont été colonisés soit par l'Espagne, soit par le Portugal, les colons ont exterminé les Indiens et fait venir les esclaves à leur place. En 1773, date importante, les Américains se révoltent contre Londres au nom de la liberté et du bonheur, et leur indépendance est reconnue en 1783, donc 10 ans après. C'est la fameuse guerre entre 1773 et 1783, c'est la fameuse guerre d'indépendance américaine. Donc la colonie des États-Unis devient un État indépendant. Ça va être aussi un exemple à suivre pour tous les pays qui sont en Amérique, tous des colonies britanniques, françaises, espagnoles ou portugaises. Déjà à l'époque, au XVIIIe siècle, les États-Unis sont un modèle pour ceux qui sont pour l'indépendance de leur pays en Amérique. Alors, les États d'Amérique latine suivraient une trace des États-Unis, mais quelques trentaine ou quarantaine d'années près. Et donc, on peut dire que l'Amérique latine, donc les pays d'Amérique latine, pardon, obtiennent leur indépendance au début du XIXe siècle. Et cependant, ils conservent le modèle économique hérité de la colonisation et demeurent des exportateurs de matières premières agricoles ou minières. Très peu d'industrie est créée. Il y a aussi, évidemment, ça c'est l'objet de cette caricature-là, les États-Unis vont aider, comme ancienne colonie, les pays à se décoloniser. C'est l'objet de cette caricature-là que nous avons ici. Alors, qui date de 1898. Cuba est un des derniers pays de l'Empire espagnol à être décolonisé, et après une guerre sanglante. Alors, vous voyez donc que, l'auteur est anonyme, c'est une caricature en couleur vers 1898, donc la dernière année de la guerre d'indépendance cubaine. Vous voyez donc d'un côté Cuba, symbolisé par une allégorie, alors une noire justement, tiens, c'est symbole aussi
de l'esclavage ou des populations opprimées, qui tient dans sa main le drapeau, encore aujourd'hui, de Cuba, l'indépendance de Cuba. Si vous n'avez pas compris, il y a marqué l'île, il y a le nom aussi. Et qui tient la main pour l'aider à devenir indépendante et forte, et qui met avec le doigt, donne un ordre à ce personnage-là de partir très loin, eh bien, c'est Uncle Sam, donc c'est l'Amérique qui aide Cuba, alors, avec le doigt, avec l'épée, avec la main qui soutient. Donc, évidemment, ils vont participer militairement à la guerre contre l'Espagne. Et bien sûr, vous avez compris, vous avez reconnu le symbole de l'Espagne avec cette caravelle de Christophe Colomb, le drapeau sang et or de l'Espagne déchiré, et un personnage tête baissée, un peu désorganisé, avec une couronne qui pend un peu. Donc, ça veut dire que la couronne qui symbolise le pouvoir, elle est pendante, elle est branlante, elle n'est pas très bien appuyée. Et puis, avec une grande épée, il y a marqué murder, c'est-à-dire elle est faite pour tuer, pour faire des meurtres, hein, d'accord. Donc, quelqu'un qui est un assassin, on va dire. Eh bien, symbolise évidemment l'Espagne ou le roi d'Espagne de l'époque, qui, la tête baissée, repart tout penaud vers l'Est, donc vers le continent américain. Donc ici, c'est vrai qu'Oncle Sam est vécu non pas comme un oppresseur, mais comme un libérateur. C'est ce que je vous ai mis dans le petit texte à côté. Et c'est vrai qu'à l'époque, il aide militairement ou financièrement à peser sur le fait que tout le continent se libère. De libérateur, il va passer, c'est l'autre caricature, il va passer, et ça vous le connaissez puisqu'on l'a vu ensemble, à un papa, on va dire un père pour le continent américain protecteur. C'est la doctrine Monroe, alors la doctrine Monroe qui date de 1823, qui est faite par le président des États-Unis, Monroe, qui est président des États-Unis depuis de 1817 à 1825. Qui dit évidemment nous sommes là pour que les puissances européennes, symbolisées ici par du Galles, la France, Napoléon III, l'Espagne, le petit Kaiser, le petit empereur d'Allemagne, Guillaume II, et un personnage qui représente la bourgeoisie anglaise, évidemment pour toutes les puissances européennes qui étaient présentes depuis presque 500 ans en Amérique, sur le continent américain, soit repoussé en Europe et ne passe pas, no trespass, ne passez pas l'Amérique pour les Américains. Et qui signe ça? C'est Oncle Sam. Il est symbolisé là, en uniforme militaire de l'époque, avec son fusil à baïonnette. Il protège les petits personnages, le Mexique, l'Argentine, c'est Gaucho, et d'autres personnages latins qui sont, plutôt le Brésil, le Gaucho argentin et le Mexique, qui protègent ces pays-là d'une recolonisation ou d'une domination européenne. C'est la doctrine Monroe, on l'avait vu ensemble pour la puissance américaine, je le rappelle. Il y a aussi évidemment son corollaire, c'est-à-dire son application plus importante, en 1904, alors ça donne l'occasion de voir deux caricatures, de vous donner une deuxième caricature, qui est la doctrine donc Monroe, mais aussi la doctrine, le corollaire Roosevelt qui est là. Le président Theodore Roosevelt, attention à ne pas confondre avec Franklin Roosevelt, le président de la Seconde Guerre mondiale. Donc le président Theodore Roosevelt, qui est président de 1901 à 1909, d'accord, il fait 2 mandats. Il affirme donc, pour protéger les États-Unis, protéger le continent américain de l'invasion ou de la domination européenne, eh bien, il met en place un gros bâton, c'est-à-dire on parle doucement tout en portant un gros bâton. Et là, il est symbolisé, vous voyez, c'est la mer des Caraïbes, et là, c'est une caricature du président Theodore Roosevelt avec son bâton, finalement, donc la force pour protéger Santo Domingo, la première île qui a été découverte par Colomb et qui est maintenant indépendante, qui s'appelle la République dominicaine au début du XXe siècle. Elle était ancienne colonie espagnole. Et elle le protège évidemment par les armes, par les armes et par des bateaux de guerre, des cuirassiers,
qui protège la mer Caraïbe et donc ce qui peut venir d'en dehors de la mer des Caraïbes, c'est-à-dire du continent européen. Derrière la mer des Caraïbes, il y a l'océan Atlantique et puis derrière, le continent américain. Toutefois, cette protection, je vous dis, sur des valeurs qui sont communes et que les Américains de tout le continent acceptent, la décolonisation, des valeurs de démocratie, des valeurs d'égalité, eh bien cette protection va se transformer plutôt en domination. On va créer des relations commerciales entre évidemment l'Amérique latine et les États-Unis, mais des relations commerciales plutôt de monopole aussi. On va considérer, et dès le 19e siècle, le président Monroe le dit, c'est que l'Amérique latine en général, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud sont le précaré, le jardin intérieur des États-Unis d'Amérique. La cour intérieure, backyard en anglais, la cour intérieure des États-Unis d'Amérique. Donc des relations économiques privilégiées, mais qui sont dans un sens plutôt que d'un autre. C'est les États-Unis qui vont importer tous leurs produits de la révolution industrielle, qui sont les seuls à dominer les tracteurs, les voitures. Seuls les États-Unis possèdent cette technologie-là, et donc il va importer en Amérique toutes leurs Ford, les Chrysler, les tracteurs McCormick, par exemple, ou les engrais Monsanto, fabriqués par les usines chimiques des États-Unis. Donc ils vont en trouver un débouché formidable. Et de notre côté, ils vont aussi prendre les productions alimentaires, les productions agricoles de l'Amérique latine en général. C'est un commerce évidemment inéquitable, évidemment, d'un côté, on vend des produits à forte valeur ajoutée avec des grosses marges, des produits de nouvelles technologies de l'époque, les voitures, les tracteurs, les avions, Boeing par exemple. Et puis, d'un autre côté, évidemment, on achète les tomates, les ananas, le maïs, le soja de l'Amérique latine, où il y a moins de marge. Donc, c'est un commerce tout à fait inégalitaire et qui augmente encore les inégalités des économies d'Amérique du Nord, le Canada autour des Grands Lacs, et puis tout le reste des pays, de ces pays-là. Donc l'histoire, évidemment, elle explique pourquoi économiquement les États-Unis sont prépondérants sur tous les niveaux. Au niveau économique, on l'a vu, berceau de la révolution industrielle, et puis les seuls à commercer après que les Européens soient partis, presque les seuls à commercer avec l'Amérique latine. Et bien sûr, ils vont leur imposer leur mode de vie, leurs valeurs, une domination culturelle, et leurs produits. Le Coca-Cola, le gin, les produits culturels d'Hollywood, qui vont produire beaucoup plus que le cinéma même mexicain ou argentin, qui existe, ou brésilien, mais qui ne représente très peu de choses et qui n'imposent pas des valeurs, une culture commune. C'est les États-Unis qui vont imposer cette culture-là commune en vertu du fait que c'est le premier à être décolonisé, c'est la première puissance économique de la région, et ça depuis la révolution industrielle. Pour ajouter un dernier point, pour ce grand B, c'est la domination politique. En effet, et ça aussi vous avez vu sous la guerre froide, même aujourd'hui, les États-Unis, on peut le dire, essayent d'appuyer des gouvernements dans tous ces pays-là qui sont favorables à leur intérêt économique. Alors, je ne rappellerai pas ce que c'est qu'une république bananière. Vous verrez, si ça vous intéresse, allez chercher république bananière et Guatemala. Vous verrez en quoi les États-Unis ont influencé sur le régime politique de ce pays-là, d'Amérique centrale, par exemple, beaucoup d'autres. Vous avez aussi, depuis que vous avez étudié la guerre froide, vous savez évidemment aussi comment les États-Unis ont imposé des gouvernements très proches de leurs idées dans des pays comme le Chili, en 1973, par exemple, en imposant Augusto Pinochet et en participant ouvertement au putsch, au coup d'État d'Augusto Pinochet sur Salvador Allende en septembre 1973 pour imposer justement un gouvernement plus favorable aux États-Unis, puisque Salvador Allende était à la tête d'un gouvernement socialiste et communiste, donc en pleine période de guerre froide,
évidemment, on ne voulait pas multiplier le problème d'avoir des pays à côté des États-Unis qui soient défavorables au bloc américain. Il y avait eu déjà Cuba. On ne voulait pas qu'il se multiplie tous les petits Cuba partout en Amérique latine en général. C'est pour ça qu'on impose des dictatures d'extrême droite plutôt au Chili. On fait tuer Ernesto Che Guevara, qui est à la tête d'une guérilla pour imposer dans certains pays. Alors là, c'est en Bolivie, en 1967. La CIA va aider l'armée bolivienne à récupérer Ernesto Che Guevara, qui est en train de monter une guérilla pour mettre en place en Bolivie un régime communiste, un deuxième Cuba, évidemment. Ça, les États-Unis ne peuvent pas permettre. Et toutes ces opérations-là sont regroupées dans un thème qui s'appelle l'opération Condor, si vous voulez. Donc, vous pouvez voir les États-Unis dans la guerre froide et leur rôle politique. Encore aujourd'hui, mais le rôle politique des États-Unis pour imposer à l'époque des gouvernements qui soient à leur botte. C'est un peu, disons, c'est un peu cavalier, on va dire, c'est un peu populaire, mais qui soient favorables aux intérêts américains. Voilà pour ce grand B. Évidemment, on a construit un nouveau tiroir. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire en histoire. Je suis passionné d'histoire, il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait ajouter aussi la pression économique avec le fait que les États-Unis soient le créancier des pays d'Amérique latine et qui les domine donc par cette dette-là. Hein. Quand on a une dette envers quelqu'un, on l'avait vu, hein, on est un peu redevable et on n'est peut-être pas libre de faire ce que l'on veut. Et ces pays-là ne sont pas forcément libres d'avoir la politique qu'ils veulent puisqu'ils ont une dette très importante par rapport aux États-Unis d'Amérique. Donc, cette dette-là, elle est aussi un facteur de poids, d'hégémonie, de prépondérance des États-Unis sur le reste de ce continent-là. Merci. Et à la capsule numéro 3, pour finir, vous aurez fini la capsule numéro 3, le grand 2, donc quand même une tentative d'intégration de ce continent-là. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt, à aujourd'hui, j'espère. La capsule numéro 3 sera donc mise en ligne aujourd'hui. Et puis, vous aurez donc jeudi le quiz sur ces capsules vidéo, mais aussi sur le cours, sur votre manuel, évidemment. Donc, les questions porteront sur le manuel et sur ce cours-là. Merci beaucoup.